Termine votre intervention, Monsieur le député. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Nous sommes toujours sur l'article 33. Donc, Monsieur le député de Jean Talon, à vous la parole. Merci. Je voudrais revenir sur un échange qu'on a eu précédemment quand on parlait de l'article 19. C'était sur la mécanique d'entrée en vigueur, Monsieur le ministre, des différentes parties. Là, est-ce que je comprends bien que la rémunération suivant un tarif par capitation commence à la date de sanction du projet de loi, mais les modalités de gestion de la rémunération par capitation, les dispositions, le 38.0.4 à 38.0.9, elles entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Donc ça, je voulais comprendre la logique, Monsieur le ministre, du fait que le mode de rémunération entre en vigueur tout de suite. Si j'ai bien compris, si je me trompe, indiquez-le-moi. Mais donc, le mode de rémunération, lui, entre en vigueur tout de suite à la sanction, mais les modalités de gestion plus tard. Est-ce que vous faites référence à l'article 38.0.4, Monsieur le député? Oui. OK. Bon, bien, c'est ça, c'est en lien avec la rémunération toujours, donc ça va dans le... On peut répondre à la question. Avec Maître Paquin. Maître Paquin? Madame la Présidente. En fait, il y a quelques nuances à apporter ici. De façon générale, en fait, si on se rapporte à l'article 214 du projet de loi qui prévoit les dispositions prévoit les dates d'entrée en vigueur, de façon générale, l'article 33 va entrer en vigueur au 1er avril 2026. Donc, la capitation, c'est au 1er avril 2026. Toutefois, il y a une disposition, en fait, le paragraphe 1 de l'article 214 prévoit que les articles 38.0.4 à 38.0.9 entrent en vigueur au 1er janvier, mais c'est seulement aux seules fins d'un renvoi qui est fait par l'article 29.35, qui lui-même est introduit par l'article 65 du projet de loi. Et ça, c'est aux fins de faire fonctionner les dispositions relatives au supplément collectif. Donc, ça peut peut-être porter à confusion, mais tout ce qui est prévu à l'article 33, qui concerne les articles 38.0.1 et suivants, pour ce qui est de la capitation, ça entre en vigueur au 1er avril prochain. Merci. Ça, c'est en fonction de 214, paragraphe 1? En fait, c'est Madame la Présidente, si vous permettez, c'est 214, paragraphe 2. L'exception qui peut peut-être porter à confusion, c'est quand on regarde au paragraphe 1 de l'article 214, c'est qu'on va dire de l'article 33, en ce qui indique les articles 38.0.4 à 38.0.9 de la loi sur l'assurance maladie. Et là, le bout qui est important, c'est dans la mesure où l'article 29.35 de la loi favorisant l'accès aux services de médecine de famille et de médecine spécialisée dicté par l'article 65 de la présente loi y renvoie. Ces articles-là, donc 29.35, ça concerne le supplément collectif. Et là, c'est qu'il y a un renvoi qui est fait à ces dispositions-là. Alors, pour que ça puisse fonctionner, ça entre en vigueur, mais aux fins de la capitation, c'est entre en vigueur au 1er avril 2026. Bon, donc si je comprends bien, le mode de rémunération par capitation et le mode de gestion, les modalités de gestion de cette rémunération par capitation, prévues par les articles 38.0.4, entrent tous en vigueur à la date de sanction, sauf pour le supplément. Sauf en ce qui réfère au supplément, ça va arriver plus tard. Parce que ma question, c'est est-ce qu'il y a une logique? Donc, est-ce qu'il y a un problème dans la séquence entre l'établissement du mode, la gestion par les médecins du mode? Vous me dites que non, tout ça entre en vigueur en même temps. Maître Paquin? Oui, Madame la Présidente. Tout ce qui est prévu là entre en vigueur, tout comme le reste d'ailleurs qui concerne la capitation, entre en vigueur au 1er avril. Il n'y a pas de disposition là-dedans qui entre en vigueur à la sanction. Bon, pas à la sanction, mais donc en même temps, au moins. Oui, les dispositions vont entrer en vigueur en même temps au 1er avril. Très bien. Maintenant, sur la question des niveaux de vulnérabilité. En commission parlementaire sur le projet de loi 106, Monsieur le ministre, il y a eu des échanges avec les gens de l'INES sur l'expérience qu'on avait sur l'établissement de ces critères-là. On a notamment fait référence à la question des pastilles de couleur. Et donc, est-ce qu'il y avait un lien entre les pastilles de couleur et ces critères de vulnérabilité? À l'époque, le projet de loi 106, là, comme je le regarde ici, était moins détaillé que les nouvelles dispositions que vous incluez dans le
dans le projet de loi 2, j'aimerais savoir, est-ce que c'est parce que, à la suite de ces échanges en commission avec l'INES, vous avez décidé de réorienter une partie du travail là-dessus? Parce que je pense que ce qu'on concluait, c'est qu'il n'y avait pas on n'avait pas une grande expérience de ce genre d'exercice aux fins de la rémunération des médecins, de dire voici comment on va classer les patients. On parlait du fait qu'il y avait des patients qui peuvent changer d'état rapidement. Donc, je comprends ici que vous parlez notamment des critères de périodicité. On disait, on n'a pas... En fait, c'était le 29 mai que les représentants de l'INES étaient là, puis ils disaient, écoutez, nous, en ce qui concerne la classification aux fins de la rémunération, on n'en a pas d'expérience de ça. Est-ce que vous avez retiré de ces échanges-là aux fins de ce que vous avez inscrit dans le projet de loi 2 qu'on a devant nous aujourd'hui? Je vais laisser aller le Dr Bergeron là-dessus. Parfait. Donc, Dr Bergeron, on vous écoute. Merci, Madame la Présidente. Donc, nous continuons d'utiliser le système de classification qui a été développé par l'ICIS, qui est utilisé également par l'Ontario dans la capitation, et modulé avec l'INES, avec les recommandations de l'INES. Ce qui est important de comprendre ici, je pense que M. le député l'a très bien saisi, mais je veux m'en assurer, c'est que cette classification-là, en aucun moment, elle ne détermine est-ce que je peux voir le médecin ou pas voir le médecin, ou est-ce que j'ai besoin de voir le médecin ou pas. Que l'on soit, peu importe où on est dans l'échelle des couleurs ou dans les niveaux de vulnérabilité, comme on les appelle, ça ne change pas la relation que l'on a avec le médecin et la possibilité de voir ou non son médecin. C'est la condition clinique, puis c'est le jugement du médecin qui détermine cela. En quoi, donc, a une utilité une classification comme celle de l'INES? C'est une manière de répartir les sommes par capitation, parce que là, le travail de l'INES a montré statistiquement que, par exemple, quelqu'un qui était classé rouge va consulter, pardonnez-moi les chiffres, 3,2 fois par année. Celui qui est jaune va te consulter X fois. Ça nous permet actuariellement de prévoir un montant pour cela qui est associé avec un niveau de vulnérabilité qui amène un profil de consommation différent. La deuxième chose qui est importante avec cette classification-là, c'est pour tous les cas qui n'étaient pas captés aujourd'hui par les médecins de famille. Parce que souvent, on entend les médecins de famille pour dire, on avait déjà un système, nous autres. Mais le 1,5 million de personnes qui n'avaient pas de médecin, soit en inscription individuelle ou en inscription collective, c'était un peu comme un trou noir. On ne savait pas qui avait de grands besoins ou pas. Ici, cette classification-là nous permet de savoir, notamment parmi ceux-ci, qui sont considérés comme des profils de plus vulnérables. Puis il y a dans le projet de loi le désir de prioriser ces plus vulnérables-là dans une affiliation avant les autres. Vos explications précisent un certain nombre de choses, mais c'est justement en raison de ces explications que vous me donnez que je vous pose la question. Je vais essayer de le résumer, moi, dans mes mots. Donc, il y a une classification des patients pour des raisons opérationnelles. La gravité du cas, pour voir la rapidité, le type de service. Ça, c'est une chose. Vous dites, c'est pas de ça dont on parle ici. On parle d'une classification du niveau de vulnérabilité qui va avoir comme impact, si je le comprends bien, de dire, il va y avoir un nombre, il va y avoir des seuils à atteindre dans le nombre de patients à traiter, et il va y avoir aussi une rémunération qui va pouvoir varier en fonction du niveau de vulnérabilité. Jusque-là, ce que je dis est vrai? C'est bien ça? Il y a une rémunération qui est différente en capitation, c'est ça. qui est différente selon le niveau de vulnérabilité. Puis là, donc, je vais donner un exemple. Moi, comme groupe de médecins ou comme médecin, je vais assumer la charge de 250 patients considérés comme très vulnérables. Il se peut que 100 de ces patients-là, que je n'ai jamais besoin de voir dans les 3 prochaines années, malgré tout, je vais recevoir une rémunération trimestriellement pour ceux-là via la capitation. Puis il y en a d'autres, d'un autre côté, que parmi ceux-là, ça se peut que je le vois 8 fois dans l'année. Fait que c'est une manière de distribuer une somme à partir de vulnérabilité et de différents niveaux de vulnérabilité. Alors, on se comprend bien, et c'est là d'où ma question. Je voulais savoir quel est le lien entre les deux, parce que ma compréhension de ce que l'INES se dit en commission parlementaire, c'est qu'il se dit quand il s'agit de classer, de faire une classification,
des patients à des fins opérationnelles, le type de soins, etc. On a de l'expérience, mais quand vient le temps de déterminer ça pour les fins de rémunération par capitation, là, on ne sait pas exactement, c'est pas là l'expérience, si j'ai bien compris. Donc là, aujourd'hui, compte tenu de ce que vous avez entendu, je vous demande quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que ça va se ressembler? Est-ce que ça va être complètement distinct? Est-ce que tu vas pouvoir être vu d'une façon ici et d'une autre façon là, au fin de la rémunération? C'était là ma question de voir qu'est-ce qu'on a retiré de ce qu'on a entendu en commission sur les détails, parce que le projet de loi 106 sur cette question-là était beaucoup moins détaillé. Donc, ce projet de loi qu'on a devant nous aujourd'hui est beaucoup plus détaillé. Est-ce qu'il tient compte de ça? Bien, physiquement, on n'a rien retiré en termes d'utilisation de la codification des niveaux de vulnérabilité par rapport à ce qui était dans le projet de loi 106. Je crois que ce que vous dites, c'est qu'avez-vous retenu comme leçon de la présence en commission parlementaire de l'INES? Ce que nous avons retenu, c'est une crainte qu'une telle classification soit utilisée à des fins cliniques pour dire, là, les rouges, vous allez leur donner accès, mais les jaunes, vous ne leur donnerez pas accès. Alors que ce que j'ai expliqué tantôt, c'est que c'est absolument pas le cas. En aucun moment, dans ce projet de loi, on ne se substitue au jugement clinique et aux besoins cliniques du patient. Fait que c'est une manière de distribuer l'argent, c'est une manière d'essayer d'identifier ceux qui ne sont pas dans le filet de sécurité d'avoir un groupe de médecins de famille qui s'occupent d'eux aujourd'hui pour dire « Hey, ceux-là, là, ils semblent être plus à risque que les autres, c'est que s'il vous plaît, la première partie du filet à ramasser, c'est ceux-là qu'il faut ramasser en premier. » Et donc, ce que l'on a, et on n'a jamais eu cette intention-là, d'utiliser cette classification-là pour se substituer au jugement clinique. On a souvent entendu « Ah, là, vous savez, les verts, ils ne pourront plus voir leur médecin. » Je ne sais pas d'où ça vient. Ce n'est jamais venu nous autres. Ça n'a jamais été l'intention à l'intérieur de ce projet de loi. Bon. Et donc, quelles sont les mesures d'atténuation à même le projet de loi 2 qui est devant nous pour éviter ces risques dont vous venez de nous parler, qui est une leçon apprise des consultations? Bon, je vous dirais, une mesure d'atténuation, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Puis là, notamment, je m'adresse au ministre, on est en train d'établir l'intention du législateur. L'intention, c'est de s'assurer que ça n'ait pas d'influence sur l'accès aux soins, compte tenu d'une certaine classification à des fins de rémunération. Puis ça, je dirais au ministre, bien, c'est ça l'avantage d'avoir une commission parlementaire sur l'ensemble d'un projet de loi, parce que ça nous permet de discuter puis de clarifier beaucoup de choses qui permettent aux gens de dire « Ah, c'est ça l'intention du législateur », puis là, on ne pourra pas le faire pour un très grand nombre d'articles du projet de loi. Maintenant, celui-ci, on peut le faire. Donc là, on vient d'établir une partie de l'intention du législateur. Est-ce qu'à même le texte, il y a des mesures d'atténuation de ces risques que vous venez d'identifier, que le fait qu'on établisse des niveaux de vulnérabilité, ça puisse, je ne veux pas utiliser des mots inappropriés, mais ça puisse contaminer ou ça puisse avoir un impact? Est-ce que, par exemple, on a distingué le vocabulaire, les termes, le libellé des dispositions ici de toute autre disposition où là, ça a un impact sur les soins? Donc, je vous demande les mesures d'atténuation pour s'assurer que ça n'arrivera pas. Merci.